Salut, Becciot. Vous le savez, tous les 2 semaines, c'est le News Ardeur avec Pika. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles cartes graphiques d'AMD et d'Intel, des processeurs Ryzen 5500 et 5600. Finalement, on a des benchmarks pour évaluer les performances. On va aussi parler des Zen 4, il va pas tarder, des nouvelles cartes graphiques RX 7000. On va parler d'Intel, du XeoSS, du nouveau processeur 12900KS, d'une carte graphique d'NVIDIA de bien 1200 watts, juste le dire, ça me fait rigoler. Et encore, on va parler d'Unreal Engine 5, Direct Storage, mini PC. A tout de suite. Je commence tout de suite à vous parler de la sortie des cartes graphiques RX 6950 XT, 6750 XT et 6650 XT qu'on voit ici dans cette image et qui vont être de couleur noire que je préfère par rapport au gris qu'on est habitué à voir pour les Radeon et qu'ils vont sortir finalement le 10 mai, ça doit être la date définitive. Et je vous explique aussi après pourquoi ils ont choisi ce 10 mai, ça a à voir avec les cartes graphiques d'Intel, les ARC. Donc, ces cartes, je vous avais déjà parlé, ramènent rien de nouveau. La seule chose, les cartes équivalentes sans la version 50, donc par exemple l'RX 6650 par rapport à sa version 6600, elle a exactement les mêmes caractéristiques, la 6750 par rapport à la 6700. On retrouve vraiment les mêmes caractéristiques. La seule chose qui change, c'est la fréquence de la mémoire qui passe de 16 Go à 18 Go. Donc, pas la capacité, attention, c'est la fréquence. Ça devrait donner un petit boost aux performances, mais rien d'exceptionnel. Je ne comprends pas pourquoi AMD a voulu sortir ces cartes, parce qu'il n'y a pas vraiment à faire de la concurrence Nvidia à ce niveau-là. Je pense que la seule explication, et unique explication, c'est aussi pour la date de sortie, que ça va exactement être la même des cartes Intel Arc. Donc je pense que à part la 6950 XT qui doit faire la concurrence à la RTX 3090 Ti, la 6750 XT et 6650 XT, ils vont sortir pour faire la concurrence aux cartes graphiques d'Intel parce qu'on va trouver les cartes d'Intel dans une gamme de performance entre une RTX 3070 Ti et une RTX 3050. Donc on est vraiment entre une RX 6750 XT et une RX 6600 plutôt, ou une 6500 XT, ça dépend aussi de la gamme qu'on va choisir. Mais de toute façon, ça c'est la seule explication pour la sortie de ces cartes. Je ne pense pas du tout pour faire concurrence aux cartes d'NVIDIA, parce qu'il n'y en a pas besoin. C'est vraiment pour avoir cette concurrence vers les nouvelles cartes graphiques d'Intel au cas où il y en a besoin, parce qu'il faut aussi voir, pour l'instant on n'a pas trop d'informations sur la version des cartes graphiques de bureau. Prochaine news, on a encore une nouvelle carte graphique AMD qui va sortir, et c'est la 6400, elle est déjà en vente en Chine, mais je ne vois pas du tout l'intérêt de cette carte, sinon pour gérer plusieurs écrans. Parce que c'est une carte qui est inférieure à la RX 6500 XT et la RX 1500 XT, c'est déjà une carte limite pour pouvoir jouer à la résolution Full HD certains jeux. Il faut quand même faire des optimisations au niveau graphique, surtout pour des jeux comme Dying Light 2, Watch Dogs Legion et Cyberpunk. Voilà, ce sont des jeux où la RX 1500 XT a besoin d'optimisation graphique parce que sinon il n'y arrive pas. Je ne vois pas l'intérêt de cette RX 6400 parce qu'à mon avis, elle va pas avoir beaucoup plus de performance d'une puce graphique intégrée qu'on trouve dans les processeurs 5700G, 5600G. Voilà, les derniers processeurs d'AMD, ils ont déjà une puce graphique intégrée qui a quand même ce type de performance. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'une RX 6400, sinon pour pouvoir gérer plusieurs écrans. Voilà, parce qu'avec ces deux entrées, on peut ajouter 2 écrans de plus et on peut gérer jusqu'à 3 écrans avec cette carte. Après, il faut voir le prix, mais à mon avis, ça n'a pas trop de sens cette carte. On parle maintenant des rumeurs sur la RX 7950 XT, ça va être la nouvelle carte graphique AMD top de gamme RDNA 3. Elle va avoir jusqu'à 15360 cores, 32 Go de mémoire, 512 MB d'Infinity Cache, une fréquence jusqu'à 2.5 GHz de corps et 500 watts. Alors déjà 500 watts, c'est moins par rapport aux 600 watts de la top de gamme d'NVIDIA, ce qui me fait penser que
peut-être on va voir les cartes graphiques d'AMD une centaine de watts de moins par rapport aux cartes graphiques d'NVIDIA de nouvelle génération. Mais pour l'instant, je vous répète, ce sont que des rumeurs. Mais avoir juste des caractéristiques comme ça vous dit pas peut-être grand-chose. Si on va voir par rapport à la RX 6900 XT, on va voir qu'on la trouve ici, voilà. Elle a bien 5120 corps. On peut penser que c'est le triple des corps si on passe à 15360, mais en vrai, c'est juste le double parce qu'il faut aussi réfléchir qu'il y a une différente gravure du processeur graphique. On passe à 5 nanomètres, peut-être 6 nanomètres vu que c'est du multi-chip module, donc plusieurs puces sur le même die, et c'est pour ça qu'en fait on va doubler cette 1780 et on va arriver jusqu'à 15360 parce que ça fait 2 fois la même puce, et c'est ça vraiment le gros pas en avant et en performance et aussi malheureusement en consommation qu'on va voir pour ces nouvelles cartes graphiques. Donc à le voir comme ça, je peux vous dire que ça semble même plus du double de performance. Et ça va être juste dingue, cette carte, ça va être vraiment incroyable, exactement comme les nouvelles cartes graphiques RTX 4000 d'NVIDIA, parce qu'NVIDIA va faire exactement la même chose avec cette architecture MCM, c'est sûr. Certes, pour l'instant, ça reste juste un rumeur, mais si c'est vrai, cette carte, ça va être une tuerie. Il faut aussi penser que 500 watts, c'est juste pour la top de gamme. Peut-être la RX 7800 sera plutôt sur les 350 watts, c'est que j'espère. Sinon, ça va être quand même un problème comme pour les cartes graphiques NVIDIA. Maintenant, on passe aux processeurs AMD. Sont finalement sortis les revues sur les 5600 et 5500. Et sont des processeurs, je vous rappelle, le Ryzen 5 5600 et 5500 qui vont sortir le 20 avril. Un prix de 200 € pour le 5600 et 160 € pour le 5500. C'est vrai que $-euro, ce n'est pas une conversion 1, mais souvent on retrouve à peu près cette conversion de prix. On retrouve aussi dans ce tableau tous les processeurs qui vont sortir, comme le 5800X 3D, 5700X, le Ryzen 4600G, etc. Alors, ce 5500 et 5600 sont des 6 cœurs, sauf que attention parce que ça peut sembler que juste la fréquence entre les deux change, mais en fait c'est aussi la cache et ça c'est très important. Je vous rappelle que le 5800X 3D est plus performant par rapport au 5800X juste parce qu'il a le triple de cache par rapport au 5800X. On passe à 96 mégas de cache. Voici pourquoi on l'appelle 3D, 3 niveaux de cache. Donc je vous parle maintenant un peu de performance, je vais juste vous faire noter ça. Le 5600, c'est pratiquement la même chose du 5600X, la seule chose qui change, c'est la fréquence de boost, parce que le 5600X, il arrive à 4600 MHz alors que le 5600 tout court à 4400. Le 5500 arrive plutôt à 4200, mais c'est toujours en 6 cœurs, sauf que il faut faire attention parce que la quantité de cache est réduite et ça a un impact important sur les performances. Sinon, il était aussi juste un poil inférieur au 5600. On va voir maintenant les benchmarks. Évidemment, en game, il faut regarder à la résolution Full HD parce que c'est là que le processeur a un impact. Au-dessus du Full HD, c'est plutôt la carte graphique qui fait le taf. Si on regarde ici, en général, on peut dire que le 5600, il est un poil au-dessus du 5600X. Et c'est ça que je trouve super intéressant parce que à mon avis, il faudra acheter du 5600 à la place du 5600X. Je vois plus l'intérêt d'acheter un 5600X. Le 5500 a l'air d'être au même niveau du Core i3 12100, sauf que le prix est plus élevé. Et à ce moment-là, même si le Core i3 c'est un 4 cœurs, il faudra acheter de l'Intel i3 pour jouer. Après, le 12400, on le voit ici en général meilleur du 5600, mais ce n'est pas vrai. Ça dépend vraiment du jeu et le 5600X ou 5600 en général a plus de performance. Et au même prix, sur les 200 €, ça va être compliqué pour moi de vous suggérer d'acheter Intel ou vous suggérer d'acheter AMD parce que le problème principal, ça va être juste la carte mère. Est-ce que vous voulez acheter une carte mère qui vous permettra de changer de processeur en futur ou est-ce que vous voulez rester bloqué sur votre processeur pendant 2 ans et après le changer parce que les nouvelles cartes mères d'AMD vont avoir du M5 donc il faudra changer absolument de carte mère si vous voulez changer de processeur. C'est juste ça la différence. Soit vous choisissez Intel avec un 12400 et vous avez la possibilité d'acheter une carte mère avec DDR5, PCIe 5, donc des caractéristiques qu'ils vont avoir les nouvelles cartes
mère future aussi d'AMD, mais vous payez plus cher la carte mère, soit vous décidez de rester sur la DDR4 et du coup vous payez moins cher parce que vous achetez un processeur AMD avec une carte mère B550 qui coûte vraiment pas cher. On va voir un peu plus en détail parce que, par exemple, si on voit un jeu, ici, on voit que le 12400 est devant le 5600, mais on est à 4 FPS de différence, c'est presque rien du tout. Et le 5500, par contre, on le retrouve ici, au niveau d'un 5600G. Et le Core i3, les gars, c'est une bête de processeur, même s'il est en 4 cœurs. Et on le retrouve toujours devant. Après, ça dépend du jeu, parce que si vous voulez, si on passe à qui? À Red Dead Redemption, par exemple. Oui. Si on passe à Red Dead Redemption, on trouve le 12400 qui est en bas du 5600, mais ça c'est inversé, le 5500, on le retrouve ici à 142 FPS contre 133 du Core i3. Peut-être, je pense qu'il y a deux jeux qui profitent d'avoir plus de corps, et alors à ce moment-là, le 5500 avec ses 6 cœurs, il est devant le 4 cœurs de l'i3, mais il y a aussi des jeux qui boostent vraiment le single core, et alors à ce moment-là, Intel est devant, et c'est pour ça que le Core i3 est devant le 5500. Je vous rappelle par contre qu'il y a encore un avantage pour ces processeurs, et c'est que le 5500 et le 5600, il est là, ils peuvent être overclockés, voilà, avec PBO, et avoir un boost en performance. Là, on voit quand même 6 FPS gagnés, et pour le 5500, encore 8 FPS gagnés. Donc voilà, que ces processeurs peuvent avoir un boost. Les processeurs d'Intel 12400, 12100, ils peuvent pas avoir de boost. Donc faites attention parce que ça c'est aussi un autre facteur à tenir en compte. Et je vous ai fait une guide sur comment overclocker votre processeur Ryzen quand j'ai présenté mon processeur dans ma config, le 5900X. Si on passe aux performances au multithreading, on retrouve le Core i3 12100 tout en bas parce que évidemment avec ses 4 cœurs, il n'est pas performant en multithreading comme en 6 cœurs, comme le 5500. Qu'il est bien devant. Par contre, je suis étonné de voir le 12400, juste avec des mémoires DDR4 à 3600 MHz, bien devant le Ryzen 5 5600X en multithreading. Je ne sais pas, peut-être en Windows 11, pour l'instant, les processeurs Ryzen ne sont pas optimisés. Et j'aimerais bien voir ça en Windows 10, parce que ça m'étonne. Ça m'étonne grave qu'un Core i5 12400 en multithreading, c'est meilleur d'un Ryzen 5600X carrément. Pour moi, ce n'est pas comme ça, mais peut-être je me trompe. Voilà. Donc là on voit que le 5 est devant le 5600, même le 5600X, ce qui m'étonne vraiment, mais on voit ça. Et du coup ça voudrait dire que même en multithreading il faudrait choisir de l'Intel par rapport à AMD. Mais ça m'étonne, et à mon avis, si vous voulez faire du travail multithreading, achetez plutôt de l'AMD par rapport à Intel. Mais de toute façon, pour ces processeurs, il faut se focaliser sur le côté gaming, parce que si vous voulez des processeurs pour travailler, alors il faudrait plutôt s'orienter vers un 5800, 5700, 5900 d'AMD ou un Intel 12700, 12900. Donc ces processeurs-là sont plutôt pour le gaming, et franchement, peut-être Intel ça vaut un poil plus le coup parce qu'un gaming a une petite marche en plus. Prochaine news, on parle toujours des processeurs, mais cette fois-ci des processeurs Zen 4 d'AMD qui, selon le leaker Greymon 55, vont commencer à être en production de masse début mai. Quand il est sorti Zen 3, la production de masse avait commencé en juillet 2020 et ils étaient disponibles en novembre de la même année, donc à mon avis, ça va être plutôt pour septembre. Il faut s'attendre pour septembre le début de la vente des processeurs Zen 4. Au moins, ils seront annoncés, ils seront disponibles peut-être pour octobre. Ce qu'il est sûr, par contre, est que ces processeurs vont booster tous les corps jusqu'à 5 GHz. Par contre, attention au TDP, on augmente à 170 watts. Je ne comprends pas, mais j'ai l'impression que toute la nouvelle génération des processeurs et des cartes graphiques vont augmenter le TDP, ce qui va nous faire dépenser beaucoup plus au niveau de l'électricité, mais aussi pour acheter une alimentation plus puissante. Après, c'est évident, on parle que du top de gamme à 170 watts, mais c'est quand même 65 watts de plus par rapport à la génération précédente. J'espère que ça reste juste une rumeur, mais ça ne m'étonnerait pas. Encore une news sur le socket AM5, mais cette fois-ci ça concerne les Ventirad Noctua qui vont être compatibles à part
par ces modèles-là low profile avec le socket AM5. Donc bonne nouvelle, il n'y aura vraiment pas besoin de changer de ventirad ou peut-être d'IO, ou s'il y a besoin de changer d'IO, à ce moment-là, pas de souci parce qu'il y aura un kit qu'on peut acheter et qu'après on pourra utiliser pour changer sur n'importe quelle carte mère AM5. Et maintenant on passe aux cartes graphiques Intel parce que finalement Intel nous a présenté les cartes graphiques Intel Arc au moins pour ordi portable et on retrouve ici toutes les caractéristiques. Déjà, finalement on comprend pourquoi on a des A370, A550, A730. C'est exactement comme pour les processeurs, on a un i3, un i5, un i7, là on a un Intel Arc 3, 5, 7. C'est exactement et ça change le niveau de puissance de la carte. Après, pour l'instant, il faut attendre des benchmarks. On sait que l'A370M, c'est quand même une carte au niveau d'une 1650 d'NVIDIA. Et j'attends plutôt les benchmarks pour ces cartes-là pour savoir exactement à quel niveau on se retrouve par rapport aux cartes graphiques d'NVIDIA et AMD. D'ailleurs, j'ai envie de vous signaler que AMD a tout de suite répondu à Intel en se disant la Radeon 6500M est déjà meilleure de la 370M, pratiquement le double. Et je pense qu'AMD n'a pas besoin vraiment de faire ce type de remarques parce qu'on sait qu'au niveau des puces graphiques, AMD est bien devant Intel. On va juste attendre maintenant ce que ça donne pour les cartes haut de gamme d'Intel, parce que c'est là qu'on va voir vraiment si ça vaut le coup de passer à Intel Arc. Et surtout avoir des benchmarks pas sortis d'Intel mais vraiment par des testeurs. D'ailleurs, si je vais acheter une carte graphique Intel Arc pour ordi de bureau, je vais sûrement vous faire des tests. Et à propos des cartes Intel Arc de bureau, on le voit ici. Je la trouve assez jolie, je suis sincère, à part que ça c'est une édition limitée, mais j'ai pensé pire par rapport au design qu'on avait vu. Franchement, si c'est ça, ça a l'air pas mal. Pour l'instant, on peut que la voir parce qu'il n'y a pas d'autres infos, mais moi, esthétiquement, elle est vraiment pas mal. Et à propos des cartes graphiques Intel Arc, le XESS, que je vous rappelle, c'est l'équivalent du DLSS ou du FSR 2.0, il ne va pas être tout de suite disponible. Ces cartes doivent être annoncées le 10 mai. Et à ce moment-là, par contre, sera juste le paper launch. Du coup, ils vont sortir sur papier. Après, peut-être ils vont être disponibles plutôt vers la fin de mai, à mon avis, ou plutôt juin. Et c'est vrai que l'XSS, il ne sera pas disponible tout de suite, mais sera plutôt disponible début de l'été, au moins pour ce qu'on retrouve ici dans l'article. J'ai envie de passer quelques minutes sur le XESS, juste pour vous faire voir que c'est une technique exactement comme le DLSS ou l'FSR 2.0. En gros, Intel, quand vous jouez à une résolution, par exemple 4K avec du XESS, en vrai, vous n'êtes pas en train de jouer à la résolution 4K, mais Intel vous offre des images à une résolution plus basse qui sont améliorées par l'intelligence artificielle pour les faire sembler comme des images à une résolution plus élevée. Et j'ai envie de vous faire noter surtout les facteurs de mise à l'échelle, ces facteurs qu'on trouve là, parce qu'ils commencent à être standardisés entre FSR, DLSS et XESS. En quality, on est à un rapport de 1.5 et si on regarde pour l'FSR d'AMD, quality c'est 1.5, balance c'est 1.7. Donc c'est cool avoir ce type de facteurs de mise à l'échelle parce que ça me permettra aussi de faire des tests et voir la différence entre FSR, DLSS et XESS à la même qualité. On voit par exemple qu'en qualité, il y a un facteur de mise à l'échelle de 1.5, donc on est en train de jouer à la résolution 4K, mais en vrai, on a des images à la résolution 2K qui du coup sont améliorées comme des images à la résolution 4K. C'est pour ça qu'avec toutes ces techniques, on va améliorer la performance. C'est normal, on est en train de jouer à une résolution plus basse et en même temps, il y a une perte de qualité. C'est impossible, à mon avis, de ne pas avoir une perte de qualité. C'est très léger, on l'a vu avec le DLSS 2.3 maintenant. C'est vraiment très léger, mais on a une perte de qualité. Et c'est sûr que cette perte de qualité sera aussi présente pour l'FSR 2.0 ou pour ces Intel XESS, que du coup, il va utiliser exactement comme NVIDIA l'intelligence artificielle avec des corps spécifiques pour ça que Intel appelle XMX. C'est comme les Tensor Core d'NVIDIA exprès pour ce type de calcul
qu'on ne retrouve pas pour l'instant dans les cartes graphiques d'AMD. Et en fait, je vous rappelle que l'FSR 2.0, c'est une technique qui n'a pas besoin de l'intelligence artificielle. Donc, on va voir si c'est le cas. C'est juste une perte, à mon avis, d'espace sous la carte et aussi une augmentation des consommations pour avoir des corps en plus. Alors que AMD nous montre qu'avec l'FSR 2.0, on n'a pas besoin de ça. C'est à voir parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment vu l'FSR 2.0 et ses performances, s'ils sont vraiment à l'auteur, comme il raconte AMD par rapport à Nvidia ou Intel. Et Nvidia, on le sait, on l'a vu avec le DLSS 2.3, que l'intelligence artificielle fait un travail de ouf, donc on va voir si Intel fera la même chose. Encore deux petites news sur Intel, la première sur le processeur 12900KS, c'est le processeur gaming plus rapide. C'est nul ce titre parce que le 12900K et le 12900KS ne sont pas du tout des processeurs pour le gaming. N'achetez pas ces processeurs pour le gaming, ça sert strictement à rien parce que déjà, si vous avez des processeurs 12600K ou un Ryzen 5600, ça suffit largement. Après que c'est le meilleur du monde, c'est tout à fait normal parce que déjà, ils ont grave poussé sur la consommation et il faut dire que Intel est une génération devant AMD. Il faut voir avec Zen 4 si Intel va encore faire le malin. Mais ce processeur sert à rien. Parce que même si vous avez besoin d'un processeur pour faire du multithreading, pour travailler, alors vous achetez le 12900K à peu près 600 € contre les 750 pratiquement de ce nouveau processeur qui sert à rien. Parce que de toute façon, vous allez avoir 5% en plus gagné en performance. Je crois que j'ai moyen de vous montrer ça ici. Alors déjà en gaming, c'est même pas ça, parce que le 12900K c'est 3% moins du 12900KS, donc en gaming c'est juste débile, mais je vous ai déjà parlé de ça. Et je crois qu'à un certain moment, voilà, en multithread, donc c'est où on va profiter de notre processeur au niveau professionnel, on est à même pas 5%, on est à 4% de performance gagnées par rapport au 12900K, donc vraiment, franchement, c'est super inutile ces processeurs. J'ai oublié de vous parler de ça, mais avec les cartes graphiques Intel Arc, on a aussi un logiciel, l'Arc Control, qui permet, exactement comme le logiciel Adrenaline d'AMD, de pouvoir overclocker ou faire un undervolt de la carte graphique, regarder et surveiller les performances, aussi gérer les paramètres graphiques. Voilà, c'est assez intéressant d'avoir quelque chose de très similaire à Adrenaline. Je me demande pourquoi Nvidia n'a pas sorti encore une solution intégrée pour pouvoir overclocker et undervolter ces cartes. Ou peut-être elle existe et je ne suis pas au courant. Merci de m'écrire dans les commentaires si je me trompe. Mais quand même, bien joué Intel, c'est super intéressant d'avoir un logiciel de ce type livré avec les cartes. Et à propos d'Nvidia, je vous parle maintenant, bon vous savez l'RTX 3090 Ti est sorti à un prix de plus de 2000 €, que c'est un scandale, surtout pour une carte qui en plus consomme plus de 600 watts, c'est franchement un scandale. Et ce n'est pas terminé parce que je vous montre l'image d'une carte qui, comme vous voyez ici, elle a deux connecteurs 16 pins et 600 watts. Cette carte peut consommer jusqu'à 1200 watts. Et ce qui me fait vraiment peur, c'est que ces cartes RTX 3090 Ti, ils ont la même board, donc le même design qu'on va retrouver sur les cartes Ada Lovelace, donc l'RTX 4000. Ici, on le voit que certains modèles, ils ont enlevé la possibilité d'avoir ces doubles connecteurs, mais ça fait peur. J'espère vivement que Nvidia va s'arrêter à 600 watts pour sa top de gamme, que c'est déjà un scandale, parce que là, ça commence à être vraiment chaud. 1200 watts une carte graphique, c'est impensable. Vraiment impensable. Donc j'espère que 600 watts ça va être le grand max pour la top de gamme de Nvidia. Déjà aujourd'hui, je m'en fous qu'ils font ça pour l'RTX 3090 Ti parce que de toute façon, les personnes qui vont acheter une RTX 3090 Ti se comptent sur les doigts. Donc il n'y a pas de problème. Mais j'espère qu'on s'arrête juste pour la top de gamme et que par exemple l'RTX 4080, on ne parle pas de 450 watts, mais plutôt sur les 350 watts. Ça serait déjà plus intéressant parce que là, ça commence à devenir vraiment un scandale. Et j'espère qu'Nvidia y réfléchit un peu plus parce que l'acheteur là-bas peut être débile,
mais surtout les personnes qui se renseignent ne le sont pas du tout, et il y a de plus en plus de personnes qui se renseignent sur l'hardware et le font bien. J'ai une dernière info à vous donner sur l'RTX 3090 Ti et ça concerne le câble d'alimentation parce que finalement on n'aura pas besoin d'échanger d'alimentation pour les nouvelles cartes graphiques RTX 4000. On va pas avoir besoin du coup d'en entrer sur l'alimentation directe pour sortir 600 watts ou 450 watts de la lime. C'est assez intéressant, on peut juste utiliser un câble de ce type, de 3 fois 8 pins ou 2 fois 8 pins qu'on va brancher à l'alimentation et on pourra utiliser notre alimentation avec les nouvelles cartes graphiques d'NVIDIA. C'est cool parce que franchement je n'avais pas envie de changer d'alimentation si mon alimentation de 750 watts suffira pour les nouvelles cartes graphiques vu les énormes consommations. J'arrête de parler d'Intel, AMD, NVIDIA, on passe à des technologies très intéressantes. Le Direct Storage dont je vous ai parlé dans les news précédentes, c'est quand même une technologie très innovante qui permettra de réduire entre 20 et 40% le cycle du processeur. Je ne sais pas si vous notez, mais quand un jeu est en train de charger, et si vous regardez la température du processeur et l'activité du processeur, il est pratiquement à 100% de charge, c'est ce qui vraiment fait travailler le processeur. Alors déjà réduire jusqu'à 40%, c'est déjà pas mal. Ça n'a pas vraiment d'impact pour vous, sauf sous le temps de chargement du jeu vidéo. Et à propos de ça, dans le jeu Forspoken qui va bientôt sortir, les développeurs ils ont déjà implémenté le Direct Storage. La seule chose que je ne comprends pas du tout, c'est que ici nous montre les performances. Par exemple, pour se charger avec un SSD de type M2, on a besoin juste de 1.9 secondes. Ici 3.7 avec un SSD SATA, alors qu'avec un HDD on est plutôt à 20.5 secondes. Alors déjà je ne comprends pas deux choses. D'abord Microsoft nous a dit que le Direct Storage était disponible qu'avec les SSD de type M2. Et du coup, en fait, on voit vraiment du retard avec un disque dur, mais apparemment, on peut l'activer. Autre chose que j'aime pas, c'était quoi la valeur de chargement sans le Direct Storage? Parce que quand il se charge super vite, on le voit 1.9 secondes, 3.7 secondes. Mais s'il n'y avait pas le Direct Storage, on était à combien? 20 secondes? Même sur un SSD sans le Direct Storage, voilà. C'est ça que je voulais savoir. Ça ne nous parle pas assez ça. Mais bon. On voit que quand même la technologie commence à être utilisée et c'est une technologie qui va sûrement s'améliorer dans le futur et qui permettra de charger les scénarios du jeu et le jeu super rapidement. On parle maintenant des mini PC parce que la marque Minisforum, dont je vous ai même fait une vidéo, va intégrer le Ryzen 7 5700G plus une solution pour pouvoir brancher une carte graphique dédiée sur le mini PC. Alors, déjà le 5700G a une puce graphique assez puissante pour faire tourner certains jeux 3D à la résolution moyenne, à au moins 60 fps. Je vous parle de Valorant, Fortnite, etc. Même je pense certains jeux single player, mais il faudra faire grave des optimisations parce que c'est pas une carte graphique dédiée. Après, sur cette solution des cartes graphiques dédiées, je ne vois pas l'intérêt parce qu'il ne faut pas juste ajouter la carte graphique, il faut aussi ajouter une alimentation. Je peux comprendre que ça peut être un kit d'évolution pour qui achète un mini PC et se retrouve un processeur très performant comme un Ryzen 5700, c'est un weaker. Un 5700G c'est plutôt au niveau d'un 5600 plutôt qu'un 5700X, mais quand même c'est un très bon processeur pour jouer. Effectivement, si on y ajoute juste une carte graphique dédiée, on a un PC prêt. Après, un mini PC, l'avantage c'est que c'est quelque chose de vraiment petit qu'on peut ramener partout, qu'on peut déplacer partout. Y mettre une solution avec alimentation et carte graphique, ça va nous faire perdre cette portabilité et je ne vois pas trop l'intérêt. Mais comme kit d'évolution pour qui acheter juste ça, ça a l'air intéressant. Maintenant, je vous parle encore d'une autre technologie, c'est l'Unreal Engine 5 qui finalement il est disponible à être téléchargé et utilisé. Il arrive avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. On parle de Lumen, un moteur d'illumination globale dynamique qui permet en temps réel de faciliter la tâche du développement de tout ce qui est illumination pour les développeurs. On parle de Nanite, qui est un système pour créer des détails au niveau géométrique avec millions de polygones. Ça donne vraiment beaucoup plus de fonctionnalités. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que je ne suis pas un développeur de jeux vidéo, même si j'ai fait du dev dans ma vie. Mais je peux vous dire que ça va beaucoup simplifier le travail de développement de jeux vidéo pour les développeurs. Et surtout, j'ai l'impression que certaines caractéristiques vont
améliorer la performance des jeux vidéo. Donc j'ai l'impression que ce UE5 est moins lourd par rapport à l'UE4 tout en donnant plus de performance et fonctionnalités. Voilà pourquoi je pense que ça va être quand même un outil révolutionnaire dans les prochains jeux vidéo. Et si on regarde déjà la graphique qu'on peut attendre avec ce outil en sachant que ça sont des images en temps réel, ça a l'air quand même assez dingue. Et à propos du Unreal Engine 5, Tomb Raider, le nouveau Tomb Raider, va être basé sur UE5. Et franchement, je ne sais plus à lequel on est arrivé parce qu'il y en a tellement de Tomb Raider. J'ai joué le dernier qui c'était Shadow Tomb Raider, mais mon préféré reste Tomb Raider 3 que j'ai joué quand j'étais petit et ça reste toujours dans mon cœur. Donc même Tomb Raider va être basé sur Unreal Engine 5, on va voir de plus en plus de jeux. Je vous ai parlé dans les news il y a 2 semaines de The Witcher 4 qui va sortir prochainement toujours sur UE5. Donc il faut s'attendre de plus en plus de jeux sur ces moteurs de développement graphique. Dernière news, on ne parle pas des jeux vidéo mais plutôt des joueurs parce que finalement les joueurs passent au processeur Seeker. Au moins selon l'enquête de Steam, on voit que le 34% des personnes désormais il est passé au Seeker, mais il y a encore 33% des personnes qui jouent sur Steam qui ont un 4 cœurs. Donc les Seeker ils ont dépassé le 4 cœurs, mais encore on est à peu près au même niveau. Je pense que c'est aussi dû parce que le prix des processeurs Seeker commence à baisser et du coup je trouve ça tout à fait normal. Après je pense aussi que c'est l'influence des consoles parce que les consoles sont multicore et donc je pense que les personnes ils ont envie d'avoir un PC au moins comme une console si on est en train de jouer, c'est pour ça qu'ils ont envie d'acheter plusieurs corps. Mais la raison principale reste la baisse des prix des processeurs Seeker. Si on voit par contre au niveau de la carte graphique la plus utilisée reste la GTX 1060. Ce n'est pas étonnant parce que c'était la moins chère des GTX. Et l'RTX 2060, au lieu de baisser des prix, on l'a retrouvé à un prix d'une GTX 1060, elle a juste gonflé des prix avec la pénurie. C'est pour ça que la GTX 1060 reste la reine des cartes graphiques pour les joueurs sur Steam. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces news, mettez un like si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour recevoir plus de tests, conseils, news et bons plans sur l'informatique. À la prochaine Compika, ciao.